Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous donner la position des patients qualifiés de savoir expérientiel et je démarre par mon expérience personnelle. J'ai été diagnostiqué en 1999, c'est-à-dire il y a 25 ans exactement, au mois de juin, avec un PSA à 52 nanogrammes par millilitre et un glisone de 4+5. Autant vous dire que c'est un cancer agressif. Et pourtant, je me faisais dépister. Je me faisais dépister grâce à un président de la République. Et ce dépistage se faisait par DRE, un toucher rectal, depuis 1994. Et je peux même dire que c'est grâce au dépistage par PSA que je suis encore parmi vous. Pourquoi ? Parce que mon médecin généraliste m'a dit en 1999, au mois de juin à nouveau, qu'il n'y a plus besoin de faire un toucher rectal puisqu'il y a maintenant le PSA, c'est-à-dire une analyse sanguine qui est apparue. Sauf qu'elle était apparue déjà depuis une dizaine d'années, mais pour lui, donc, elle était apparue en 1999 et il a changé son mode de contrôle de ma prostate. Au lieu de faire un toucher rectal qui le ragoûtait un petit peu, il est passé au test sanguin qui a été catastrophique. Donc j'en conclus que pour moi, le toucher rectal n'est pas un test efficient et je vais même vous dire pourquoi. Je ne suis pas médecin urologue, mais je sais quand même que ce test est pour eux un test identitaire, qu'il permet un examen clinique, notamment pour d'autres pathologies. Je ne suis pas un scientifique non plus, mais j'ai quand même appris, puisque j'étais au congrès d'Europe au Mont à Milan il y a quelques jours, qu'une étude clinique faite en Allemagne a permis de découvrir, grâce au toucher rectal, 3 cancers sur 10 000 cas qui étaient étudiés. Donc on en est à des résultats absolument insignifiants, ce qui fait que les autorités américaines ont dérecommandé le toucher rectal. Mais je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin urologue, moi je suis patient. Et je vais vous dire pourquoi que ce toucher rectal n'est pas intéressant pour les patients. Parce que les patients ne souhaitent pas, pour la plupart, avoir un toucher rectal parce que je ne vais pas rentrer dans des pratiques sexuelles ou gloser sur des considérations glauques, mais vous pensez bien que s'aventurer dans des endroits pareils n'est pas pour ragoûter le monde. Et je dois vous dire qu'à cause de cela, beaucoup de patients ne font pas de dépistage parce qu'ils craignent de devoir faire un toucher rectal. Donc il est contre-productif pour les patients. Mais je vais plus loin. Les médecins généralistes, pour ceux qui les concernent, sont du même avis pour une grande majorité d'entre eux. Donc le premier vecteur d'information et de dépistage qui se faisait, entre guillemets, avant, ce sont les médecins généralistes et une grande partie d'entre eux ne pratiquent pas le toucher rectal et donc ne sont pas partisans du dépistage. Conclusion, le toucher rectal n'est pas un moyen, aux yeux des patients, un outil du dépistage. Je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit. Je donne simplement cette information pour, dans le cadre statutaire qui est le nôtre, dans le cadre de la mission d'utilité publique qui est la nôtre, pour dire quelle est notre position et pour qu'elle soit prise en compte dans le débat national de la meilleure prise en charge. Je respecte les urologues, ceux qui le racontent, je respecte les scientifiques, mais prenez en compte également la voix des patients et ce que je viens de dire qui concerne également les médecins généralistes. Je peux vous apporter une foultitude de témoignages, puisque depuis 25 ans, je sais ce qui se pratique dans notre doux pays. Donc vous comprenez, avec cette histoire personnelle, que mon investissement dans le cadre du dépistage a été
important, puisque, encore une fois, c'est grâce à ce dépistage, malgré toutes ses caractéristiques, que je m'en suis sorti. Je passe maintenant à l'expérience collective, et je vais un peu plus vite. Il y a quelques fortes paroles que vous pouvez lire et que je ne vais pas vous lire, mais simplement pour vous dire que pour ce qui nous concerne, nous sommes une association qui ne pensons pas qu'à nous. Les patients n'ont plus besoin d'être dépistés, puisqu'ils le sont déjà, ils ont un cancer. Ils pensent à ceux qui les suivent. Et pour ce faire, ils savent ce qu'il convient de faire, ou plutôt ce qu'il convient de ne pas faire. Ils savent très bien que la majorité de ceux qui décèdent sont ceux qui n'ont pas été dépistés ou dépistés trop tard. Donc, ils se sont investis dans ce combat, dans ce que j'appelle la mère des batailles, pour sortir de leur poche 50 000 € pour faire une étude gigantesque qui s'appelle Observapur et dont le but premier est de déterminer que dans ce qui a été fait depuis 2008 jusqu'à 2018, un dépistage efficient aurait pu faire diminuer la mortalité de temps, les invalidités de temps et économiser des montants que je vous signale tout de suite, pharaoniques, en ayant eu un dépistage efficient. Donc, cette étude a d'abord analysé l'existant et vous a été présentée l'an passé par le professeur Cusneau. La deuxième phase et dernière phase, qui est la phase médico-économique dont je vous parle, vous sera présentée l'an prochain. Et elle confortera peut-être les recommandations européennes qui font que nous avons maintenant en France une prise de conscience et une ébauche de programmes de dépistage à vous présenter. Parce que nous avons depuis une vingtaine d'années cette controverse sur le dépistage, je vais, moi, vous dire quels sont les opposants au dépistage. Peu de personnes ont le courage de le dire. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous le dire. Il y a d'abord la Haute Autorité de Santé qui, comme vous l'a dit Olivier, prend en compte sur le même tableau l'étude européenne ERSPC et le PLCO. Donc nous savons tous que le PLCO, puisque j'ai moi-même rencontré le chair de cette étude, qui nous a dit ne la prenez pas en compte parce qu'il y a un biais formidable. Eh bien, devant les députés, devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la présidente de la Haute Autorité de Santé a été capable de dire qu'elle justifiait son opposition au dépistage par le PLCO. Évidemment, immédiatement, je l'ai contredite. Et je lui ai opposé, grâce au professeur qui m'entourait, un démenti sur ce qu'elle disait. Je ne vais pas dire qu'une haute autorité de santé, la professeure Le Gulidec, a assez de personnes autour d'elle pour lui dire ce qu'il en est. Et donc, ce n'était certainement pas le bon motif. Donc ce motif était à écarter. Et il a été écarté d'ailleurs par la commission. Le réel motif, à mon sens, on en a parlé un petit peu, c'est le surtraitement. Parce que dans la distribution de la prise en charge des cancers de la prostate localisés, on constate, et le professeur vous l'a dit, que la surveillance active plafonne à 13%, mais vous n'avez pas bien écouté ce qu'il a dit. C'est que dans la tranche d'âge, parce que ce n'est pas à 80 ans qu'on va faire des prostatectomies, mais dans la tranche d'âge où on peut faire des traitements radicaux, il n'y a pas que la prostatectomie, eh bien la surveillance active chute à 2%. 2%. Alors que j'ai suivi des slides de professeurs d'urologie qui présentent une surveillance active qu'ils font à 50%. Mais nous avons les chiffres de l'assurance maladie. Ce sont des chiffres réels. Évidemment, ce sont peut-être des chiffres réels aussi si, dans le bras qu'il a analysé, il n'y a que des patients de plus de 70 ans. Je suis d'accord, s'il en prend même à 80 ans, on pourra avoir une surveillance active à 90%. Mais à 2%, alors que nos voisins ont un minimum de surveillance active de 20%, il y a là des efforts à faire sur le plan du surtraitement.
parce que cela induit en plus, et vous l'avez vu avec l'étude Protect qu'on vous a montré, quel que soit le traitement pour les cancers localisés, le résultat est le même, sauf que si vous faites des traitements locaux, vous induisez rien du tout comme bénéfice sur le plan de la mortalité, mais des invalidités qu'on a entendues tout à l'heure dans la bouche du docteur Bondil à 1 sur 2. Aujourd'hui, on connaît les outils du dépistage qui ne sont pas le PSA, je vais vous le dire tout à l'heure. Pour nous, le PSA n'a jamais été l'outil du dépistage du cancer, mais du risque du cancer. Depuis 20 ans, il y a quelqu'un qui me l'a dit et je vous le dirai tout à l'heure. Dans les oppositions, il y a également les médias. Et pour les médias, je cite en exergue la revue Que choisir santé, et pourtant je suis abonné à Que choisir, qui a intitulé un article « Cancer de la prostate, un dépistage catastrophique ». Un dépistage catastrophique. Et ça, ce sont des journalistes au jour d'aujourd'hui, enfin c'était il y a 1 an ou 2 ans, évidemment ils ont eu une foultitude de lettres de protestation, dont la mienne, jamais répondu. Je veux parler des médecins généralistes également. Les médecins généralistes qui, lors de cette audition à la Commission des affaires sociales, ont pris position, contre le dépistage. Bon, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Est-ce que c'est du suivisme des recommandations de la HAS ? Est-ce que c'est la crainte des recours des veuves ? Et je vais vous dire quelque chose que je pense que peu de personnes savent tout à l'heure, car je suis un juriste, je suis un ancien magistrat, et je sais ce qui s'est passé, et je vais vous dire que le droit positif actuel a été créé grâce à la NAMACAP, qui est allée jusqu'en cassation, mais je vais vous le dire tout à l'heure, hein, je ne vais pas confirmer ce que l'on fait. Maintenant, la surprise aussi, c'est que nous constatons encore aujourd'hui que les médecins généralistes ne sont pas formés au premier cancer de l'homme. Dans leur cursus de formation, dans leur cursus de leurs cours, il y a, allez, on va dire 1 heure à 2 heures, 1, 2 ou 3 items à tout casser. Donc, les patients, quand ils rencontrent leur médecin généraliste, sont toujours surpris que certains ne savent même pas ce que c'est qu'un score de Gleason. La réticence des laboratoires, eh bien, un dépistage efficient diminue la maladie de 50%. Moi, j'ai dit 40 parce que je suis gentil avec eux. Mais je laisse à votre imagination le soin de quantifier le chiffre, la chute de chiffre d'affaires correspondante. S'il y a 50% de maladies métastatiques en moins, il y a évidemment des problèmes de chiffre d'affaires en moins. Dans notre pays, le contrat social qui régit la santé de la population générale à ses gouvernants repose sur d'importantes contributions. Les impôts les plus importants, parmi les plus, enfin le deuxième, je crois, plus important, en contrepartie de soins réputés les meilleurs. Les agences de notation, actuellement, c'est-à-dire hier ou avant-hier, ainsi que la Cour des comptes, nous révèlent que cette gestion est déficiente. Là encore, j'utilise un qualificatif gentil. Ce que révélera également notre étude Observapur l'an prochain. Mon discours relève aussi de la mission d'intérêt public qui nous a été livrée et qui m'autorise à revendiquer la meilleure prise en charge avec le moins de morts et d'invalidités possible. J'en appelle donc à la responsabilité de tous ces opposants pour contribuer, grâce aux nouveaux outils de dépistage et au programme développé par le professeur Cusneau, à un dépistage organisé. Il me conseille de ne pas dire organisé, ça va gêner un petit peu les oreilles de nos gouvernants. Alors on va dire un dépistage optimisé, si j'ai bien compris, du cancer de la prostate. La légalité du dépistage. Alors là, je vais vous révéler quelque chose que peu de personnes savent, y compris les médecins. Il y a d'abord les textes. Je me repose sur le code de déontologie, sur le code de la santé publique, sur les recommandations contradictoires entre la HAS et les sociétés savantes. Sur les amalgames, on dit un mot à la place d'un autre. Et j'en viens à la faute. Commet une faute le médecin qui omet de prescrire un test lorsque les symptômes laissent présager d'une infection liée à la prostate. Ça, ce sont des motivations d'un arrêt de la Cour de cassation.
Commet une faute le médecin qui refuse la prescription d'un test de dépistage demandé par le patient sans lui exposer les risques. Commet une faute le médecin qui pose un diagnostic erroné ou tardif en présence de symptômes. Nous avons eu un adhérent qui s'appelle Busseuil, il est décédé, qui a fait appel à nous parce qu'il avait été consulté dans un centre de soins où on lui avait dit qu'il devait surveiller sa prostate parce qu'au toucher rectal, elle avait une certaine grosseur et qu'il avait des mictions nocturnes. Son généraliste n'a pas suivi cette recommandation du centre de santé. S'en est suivi une bagarre homérique avec le docteur Dupagne, très célèbre parmi la communauté des urologues, mais qui a pris fait et cause pour le médecin qui n'avait pas fait le suivi normal de notre adhérent, et s'en est suivi, 4 ou 5 décisions judiciaires qui ont abouti à un arrêt de la Cour de cassation grâce à des sapiteurs que nous avions et qui s'appellent Guy Valencien, ancien président de l'AFU, pour une étude et un professeur de santé publique de Besançon pour l'autre. Eh bien, nous avons gagné. Et donc, aujourd'hui, grâce à cet arrêt de Cour de cassation, eh bien, le droit positif est en faveur, ce que ne savent pas les médecins, encore une fois, d'un test PSA lorsqu'il y a des symptômes. Et je résume, les médecins croient qu'ils sont déchargés de la surveillance du risque de cancer de la prostate en raison des recommandations de la HAS. Le juge les ramène à la raison. Ce ne sont pas les PSA 6, glisone 6 qui créent des veuves, mais des cancers agressifs qui présentent le plus souvent des symptômes et qu'une simple prise de sang faite au creux du bras aurait pu sauver. Heureusement pour eux, les veuves ne le savent pas. Mais ils vont le savoir maintenant, puisque ce que je vous dis sera sur notre site, et notre site est lu à 140 000 exemplaires. La prise de conscience. Ce que j'ai appris à Milan, c'est qu'en Europe, le Conseil des ministres, plutôt que la Commission européenne, s'est mis d'accord pour recommander à tous ces pays membres d'élaborer des programmes de dépistage du cancer de la prostate. Une enveloppe de 10 millions a été allouée à cette opération et 5 pays, 7 même je crois, se sont lancés immédiatement dans la bagarre pour récupérer déjà un petit peu les sous. Et il y a déjà 7 programmes qui sont en cours de fonction dans ces pays-là. Il y en a même un qui fait un cours d'information à l'école. En France, si j'ai bien compris, mais sous le contrôle de notre président du Conseil scientifique, le ministre de la Santé a chargé l'INCa de lancer un tel programme. Notre président du Conseil scientifique est chargé, avec une scientifique, d'échafauder le cahier des charges correspondant. Notre travail de SAP au niveau national comme européen, l'ANAMACAP fait partie d'Europa Humo, dont je suis d'ailleurs l'un des fondateurs il y a 20 ans, a payé. Notre stratégie Observature permettra de conforter la prise de conscience pour la convertir dans une procédure de dépistage efficiente. C'est-à-dire que tout est descendu de l'Europe, mais en même temps, ça freine un peu des cas de fer. Mais lorsque nous allons sortir les éléments matériels et chiffrés, ça va booster quand même, encore une fois, la prise de conscience qui existe au jour d'aujourd'hui. Alors, je parle tout de suite des changements de paradigme que suscitera peut-être un jour le dépistage efficient, avec une surveillance active un peu plus élevée. Cette organisation ne doit pas être entre les mains d'une chapelle plutôt qu'une autre. Nous militerons et nous œuvrerons pour que ce dépistage soit entre les mains d'un organisme indépendant. Pour les urologues, nous sommes bien conscients qu'une surveillance active à 20% et plus va diminuer le nombre de prostatectomies. Et en contrepartie de cette chute du chiffre d'affaires, il faut bien le dire, nous militons, nous pensons que les urologues doivent bénéficier d'une rémunération complémentaire pour le suivi de la surveillance active. Enfin, la théranostique, c'est évidemment l'avenir
Et je pense qu'une solution pour une maîtrise du développement de ce traitement révolutionnaire se trouve dans le dépistage. Parce qu'au lieu d'avoir 10 000 patients à traiter, il n'y en aura plus que 5 000. C'est déjà beaucoup mieux maîtrisé que s'il y en a 10 000. Alors, je vous raconte une anecdote de ma vie truffée d'anecdotes. J'ai visité, il y a 20 ans et des poussières, l'oncologue émérite dans la communauté mondiale des patients du cancer de la prostate. À cette époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait quand même Internet, mais il y avait des newsletters qui se faisaient. Et les Français comme les Allemands et les Anglais suivaient ces personnalités de l'oncologie mondiale qui étaient Charles Myers à Charlottesville en Virginie, et également le docteur Strum de la côte ouest. Et quand il m'a reçu, parce qu'il m'a reçu qualité Chair of the French Support Group, il m'a reçu pendant 3 heures à l'œil. Il m'a dit cette forte parole suivante. Il est décédé maintenant et je le salue, mais il m'a dit la chose suivante. Nos enfants nous considéreront comme des sots pour ne pas avoir compris que le PSA est un outil du risque du cancer de la prostate et non du cancer de la prostate. Il y a 20 ans, il le disait déjà. Et Olivier Cusneau, 20 ans plus tard, a dressé le tableau que vous voyez, qui dresse la distribution du cancer de la prostate en fonction des taux de PSA. La confirmation du diagnostic se fait aujourd'hui par l'IRM multi ou bi, comme je l'ai appris au congrès de l'EAU, et des tests complémentaires. Ce que l'ANAMACAP n'arrête pas d'affirmer, nous avons fait le job, j'ai fait le job, au risque de me faire traiter d'imbécile, oui, mesdames, messieurs, d'imbéciles, dans des copiles de 400 médecins. À quand? Parce que je disais exactement ce que je vous dis maintenant. Je vous avoue, je bois du petit lait. Mais c'est de l'Europe que la lumière jaillit. Et de l'Europe, grâce au vice-président d'Eurapa Homo et d'une personnalité que nous connaissons bien ici, parce qu'elle intervient assez souvent, un flamand, un belge flamand du nom de Van Poppel. Tous les deux ont été d'ailleurs nommés ce matin dans notre Assemblée générale membres d'honneur. Alors je crois qu'après avoir vu ça, après avoir vu cette conscience, après 25 ans de combat, je peux mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, comme disait Thierry Roland. Et Thierry Roland, au soir d'une finale de Coupe du Monde que la France avait gagnée. Je vous remercie de votre attention. On passe aux questions. Deux questions. 15h30. Pour les fils dont le père a eu un cancer de la prostate, en plus des contrôles PSA, professeur Cusneau, vous avez dit dès 45 ans, est-ce qu'il est recommandé de consulter aussi un oncogénéticien au cas où il y aurait une mutation génétique? Et qui peut prescrire cette consultation? En fait, pour ça, il y a des critères pour avoir la consultation d'oncogénétique. Donc, il faut en effet s'enquérir de différents paramètres, comme à quel âge le père a eu un cancer à la prostate, s'il y a d'autres cas dans la famille, et en fonction de ces critères, ça déclenche ou non une consultation d'oncogénétique. Par exemple, si vous avez un père qui a eu un cancer diagnostiqué à 75 ans et pas d'autres antécédents dans la famille, alors qu'il y a d'autres membres de la famille qui n'ont pas de cancer, en fait, ça n'augmente pas le risque. Par contre, s'il y a eu son cas, par exemple, à 50 ans, c'est évidemment différent en termes de risque. Je voulais Donc, il faut se sensibiliser, en effet, à ça. Et c'est aussi un des rôles, c'est de faire comprendre ces critères pour pouvoir conseiller les hommes. Vous prenez rang, c'est bien, mais je signale quand même à la salle qu'il y aura un jeu de questions-réponses à la fin de nos interventions. Allez-y. Je
voulais faire une remarque sur l'IRM. L'IRM, c'est très bien, à condition que le radiologue soit bien formé, et il faut 3 quarts d'heure pour examiner une IRM de la prostate, alors qu'il faut 10 minutes pour un genou ou un truc comme ça. Alors, il y a un problème dans les... Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fait, l'IRM n'est pas une première ligne pour faire du dépistage organisé du cancer de la prostate à cause du PARC, et en effet aussi, probablement à cause de la formation, bon, qui petit à petit s'améliore, mais on sait que les centres experts qui envoient des IRM de centres qui ne sont pas experts, dans au moins 30% des cas, en fait, refont l'IRM parce que l'interprétation ou les séquences ne sont pas parfaitement conformes, en fait, aux attendus du moment.